être en retard. Donc, merci à tous de participer, d'être à ce webinaire. Donc, c'est un webinaire sur le management en temps de Covid. Donc, le Covid, en fait, on est en train de bouleverser beaucoup de choses. En fait, un grand nombre d'idées reçues. On vivait tout, je pense, dans une certaine routine, une certaine manière d'être, de manager. Là, la crise, la pandémie a fait tout exploser, change tout, enfin, bouleverse toutes les idées reçues. Et donc, là, l'idée, c'est d'avoir une présentation sur management en mode Covid. Je vous donnerai le code PDU, je vous le donnerai pour ceux qui ont besoin de faire les enregistrements pour les différentes certifications, je vous le donnerai à la fin. Et donc là, je vais donner la parole à Emmanuel et à Bernard. Et je vais couper également ma caméra au passage. Merci Bruno. Effectivement, avant de vous proposer le déroulé et notamment le fait qu'on a envie de vous mettre à contribution avec Emmanuel, on va vous exposer ça. Peut-être juste une petite présentation. Donc, je me permets de démarrer, Emmanuel. Donc, moi, je suis Bernard Debois. Donc, je suis ingénieur de formation, même pire que ça, ingénieur informatique. Je dis ça, j'espère qu'il y en a quelques-uns autour de la table. J'ai pas mal travaillé sur les systèmes d'information, aussi tout ce qui est organisation, ensuite organigramme, process, amélioration continue. Et il m'a fallu 10 ou 15 ans pour m'apercevoir qu'on pouvait faire plein de choses sur ces sujets-là, mais qu'il y avait un paramètre qui ne marchait pas. Et que j'oubliais en fait qui est que l'homme et la femme en entreprise pensent en fait. Et le jour où j'ai compris ça et j'ai eu cette révélation, il m'a fallu quand même un bon paquet de temps. J'ai plongé dans les sujets du coaching, du management, de l'accompagnement au changement individuel et collectif. Et aujourd'hui, ma passion, c'est la coopération. Qu'est-ce qui fait qu'on a envie de bosser ensemble ou pas, et qu'est-ce qui fait qu'on le fait ou qu'on ne le fait pas. Voilà en quelques mots. Et puis, je vous dirai aussi 2 mots peut-être à la fin sur Optime. Sur Optime, c'est... Alors, et pour me présenter tout aussi rapidement, moi, j'ai fait une subdeco en DESS de conseil en organisation. Ensuite, j'ai travaillé dans différents milieux professionnels, l'informatique, puis l'assurance et aujourd'hui le conseil depuis bientôt 9 ans que j'ai rejoint Optime Ressources, notre cabinet à Bernard et moi. Alors, dans les différents postes que j'ai occupés, tant responsable organisation et qualité que DRH et aujourd'hui consultante coach, j'ai à chaque fois constaté que les implicites dans l'organisation et la communication étaient une source majeure d'incompréhension, de tension et pour finir de non-performance. Du coup, j'ai à cœur d'œuvrer pour une organisation ajustée aux besoins des équipes et de l'entreprise, et puis une meilleure compréhension mutuelle et des relations apaisées. Et en fait, mon objectif depuis toutes ces années reste le même, agir pour une performance durable et des équipes épanouies. Donc, on rejoint bien le sujet sur le mode opératoire. Peut-être page suivante, vous présenter un peu comment on a envie de vous partager et ces retours d'expérience et ces outils. Je dirais deux choses, notamment dans l'idée d'interactivité. C'est on va vous mettre à contribution, évidemment, en quelque sorte. D'une part à travers le chat, donc le chat est en mode public en fait. Vous pouvez aussi nous envoyer des questions, des observations ou des témoignages en mode privé, libre à vous. Et puis ce chat, on aura quelques séquences, quelques mi-temps en quelque sorte dans nos échanges pour prendre connaissance d'un certain nombre de questions et d'observations et chercher à y répondre. Donc ça, c'est le premier mode opératoire qu'on vous propose. Et le deuxième mode opératoire, c'est que sur certaines séquences et une partie de nos échanges, on va vous proposer quelques exercices, en fait, directement, pour vous-même, en fait, tout simplement. Mais on s'est dit avec Emmanuel que la vraie vie, c'est toujours ça qui compte. Et nos propos, nos échanges, nos expériences par rapport à ça qu'on va chercher à partager, elles seront d'autant plus vivantes si vous arrivez à les décliner, à les traduire dans votre propre mode de fonctionnement. Donc, on va vous mettre à contribution. Donc, je vous invite à prendre au moins un post-it à côté de vous, voire une feuille A4, un cahier ou autre. Ces exercices seront, et un stylo, absolument, ces exercices seront pour vous, en fait. Voilà, ce mode opératoire, le timing, évidemment, 19h30, la caméra est ouverte ou fermée, libre à vous. Les micros, pour simplifier l'organisation, les micros sont coupés, effectivement. Et puis, je propose de rentrer dans le
vif du sujet, Emmanuel, c'est qu'est-ce qui fait qu'il y a ce sujet, en fait, qu'est-ce qui fait que ce sujet nous intéresse, nous passionne, pourquoi aujourd'hui, et puis qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, et puis rentrons dans le sujet. Allons-y. Avec plaisir. Alors, en fait, pourquoi on a souhaité vous parler de ça? Simplement parce que la période est extraordinaire au sens propre du terme, hein, hors de l'ordinaire. Et cette période extraordinaire que nous vivons fait bouger les repères, fait bouger le monde et du coup les personnes qui y vivent. Et nous, on a envie de vous partager nos constats dans notre propre entreprise et aussi auprès de nos clients, chez nos clients, et puis aussi le questionnement de nos clients qui globalement nous ont dit, OK, vous nous avez convaincus, les choses changent, il faut qu'on le prenne en compte. OK. Mais comment, enfin, d'abord, qu'est-ce qui change et puis comment on fait différemment? Parce que s'il y a une chose qui ne change pas, c'est qu'on a toujours des objectifs, il faut les atteindre, mais dans un monde différent. Donc, aidez-nous. Et c'est la conjonction de ces différents éléments qui nous a amenés à vous proposer ces clés de lecture, ces outils, ces échanges. Alors, du coup, une réalité qui change, oui, avec des frontières qui sont beaucoup plus floues qu'avant cette période, et notamment la frontière vie pro, vie perso. Avant, il était quand même assez acquis que, OK, on pouvait avoir des problèmes. Enfin, on laissait notre vie privée à la porte de l'entreprise. Et quand on était dans l'entreprise, on était focus travail. Oui, sauf que maintenant, la porte du boulot, on ne la passe pas forcément. Que si, par exemple, je suis divorcée, c'est un homme qui m'expliquait ça, un ingénieur en génie civil qui m'a dit, moi, j'étais obligée d'expliquer à mon patron que je ne pouvais pas travailler une semaine sur deux, en tout cas pour le premier confinement, parce que j'ai mes enfants une semaine sur deux et ils ont 1 an et 3 ans. Et, ouais. Et donc, du coup, cette frontière vie pro, vie personnelle devient très floue et il y a nécessité de le prendre en compte. Aussi des lignes qui bougent par rapport au sens qu'on donne au travail. Pour certains, le travail avait plus ou moins de sens, mais enfin, la force de l'habitude, et puis on continue comme ça sans trop se poser de questions. Et aujourd'hui, on voit des gens qui se posent des questions. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça n'en a pas? Est-ce que ça a le sens que j'ai envie d'y donner, d'y mettre? Voilà. Il y a aussi un effet amplificateur de cette période, amplificateur d'une répétition d'un deuxième confinement, même s'il est un peu différent du premier, avec un impact physique et moral, en tout cas le deuxième qui vient se rajouter au premier, et donc une amplification. Et puis, un autre effet d'amplification, c'est cette inquiétude qui n'est pas d'aujourd'hui. Hein, savoir, est-ce que j'aurai mon job demain? Est-ce que mon entreprise va tenir la route? Et puis, où va le monde de façon générale? L'inquiétude est présente depuis longtemps. Mais là, il y a une amplification. En tout cas, c'est ce qu'on constate. D'où notre sujet d'aujourd'hui. Alors, il nous a semblé utile de commencer par des verbatims, un petit peu pour illustrer la façon dont les choses changent et surtout combien c'est différent d'une personne à l'autre. Sans les lire tous, peut-être aller dans la diagonale. Alors, ce sont que des verbatims qui m'ont été réellement dits par des personnes que j'ai rencontrées au cours de réunions, chez des clients. Je prends l'exemple de Mathilde. Mathilde, elle travaille dans un organisme public, elle fait partie d'une équipe RH. Et elle m'a dit, mais je sens une distance qui s'installe dans l'équipe à force de plus voir et elle n'ose même pas imaginer ce que va donner ce deuxième confinement. Or, il se trouve que pour Mathilde, le travail, certes, elle l'aime, mais ce qui fait sens pour elle, c'est de se retrouver dans cette équipe qu'elle aime, avec ses bonnes relations. Et c'est ce qui met en fait du piment dans son travail. Mais ça, elle est en train de le perdre, Mathilde. Et c'est difficile. Ou encore, je pense, peut-être le post-it numéro 1, à ce directeur de programme informatique dans une grande entreprise internationale qui me disait, mais depuis qu'il n'y a plus de déplacement, le rythme du travail s'est très nettement intensifié. Et forcément, ça a des conséquences sur son rythme de travail, sur ses horaires, sur les attendus de ses livrables. Ou encore peut-être un troisième, ça c'est un agent de maîtrise dans une usine agroalimentaire, c'est le post-it 5.
on sentait pour lui qu'il y avait un vrai sentiment d'iniquité. Là, c'était, ben voilà, on est en première ligne comme d'habitude, et puis ceux du bureau, ils sont chez eux, ils se la coulent douce, dit tel quel, hein. Sans avoir aucune conscience de ce que vivaient les gens du bureau. Et j'ai aussi discuté avec la RRH du site qui faisait des horaires énormes et qui était épuisée pas loin du burn-out. Donc voilà, pour illustrer un petit peu. Et on arrive à un premier outil qu'on souhaite vous proposer. En fait, c'est une grille de lecture qui schématise, qui modélise ce qu'on vient de se dire et plus globalement ce qu'on constate. L'idée, c'est d'avoir un outil pour scanner les grands axes de préoccupation de vos propres équipes. Alors, sachant qu'on les retrouve à plus ou moins grande intensité et pas forcément tous en même temps. Ça peut être 1, 2, 3, 4. Parfois, on les retrouve tous en même temps, mais pas forcément. Alors, il y a cette notion d'incertitude qui impacte très fortement certaines personnes. C'est-à-dire, ça me met en déséquilibre intérieur, quelque part. De plus, combien de temps va durer cette période? On a cru qu'après l'été, ça y est, ce serait reparti. Ben non. Les confinements recommencent. Donc, combien de temps ça va durer? Combien de fois on va être confiné, déconfiné? Incertitude aussi sur l'avenir, j'en ai déjà parlé. Une amplification forte de cette incertitude-là qui peut m'impacter, moi, collaborateur, au point de me faire perdre un peu mes repères selon les personnes. L'équité, j'en ai parlé, avec chacun son prisme, chacun ayant le sentiment que les autres sont quand même drôlement mieux traités que nous. Pour d'autres encore, c'est un enjeu sanitaire qui est particulièrement présent pour une personne. Je pense c'est une consultante indépendante qui a failli perdre son frère, qui est médecin. Et du coup, son enjeu, son prisme de tout ce qui est vécu en ce moment, c'est la sécurité sanitaire. Elle ne sort plus beaucoup de chez elle, elle fait tout à distance. Et c'est compliqué. Et puis, le dernier point, c'est comment les gestes barrières peuvent m'impacter. Et je pense à Sophie qui travaille dans un organisme public et qui travaille avec le public et qui me disait, mais c'est insupportable avec le masque, la visière et le plexiglas. Comment vous voulez que j'arrive à créer un semblant de proximité avec les personnes qui viennent me voir? Et bien sûr, si dans vos équipes, vous avez autour d'un même sujet professionnel, Sophie, pour qui les gestes barrières, c'est insupportable, et une autre personne pour qui le Covid est une menace constante, c'est important de pouvoir s'en parler pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, on voit qu'il y a des différences de perception qui peuvent avoir un impact sur le travail ensemble. Ce qui m'amène au fait que cette grille va vous aider à scanner vos équipes et du coup va être très utile pour ajuster votre écoute et votre action sur 2 points clés. D'une part, tenir compte de chaque situation, de chaque membre de son équipe, et puis partir des perceptions de chacun plutôt que de partir de nos propres perceptions, ce qui est humain, ce qui est naturel. On a quand même, et c'est normal, tendance à penser que mes préoccupations sont partagées par les autres. J'ai très, très peur du Covid. Bien sûr que tout le monde a très peur du Covid. Et c'est incompréhensible que Sophie, elle me parle des gestes barrières qui l'embêtent. C'est juste incompréhensible. Du coup, le manager, grâce à cette grille-là, peut ajuster son écoute, son accompagnement et du coup, son action vers plus de performance. Ce que je vous propose, c'est maintenant de vous centrer sur vos situations à vous. Donc, de prendre le post-it ou la feuille A4 dont vous parlez, Bernard, tout à l'heure, et de reproduire ce tableau. Donc, 2 colonnes, les personnes, et quelles sont les préoccupations de ces personnes. Dans la colonne personnes, je vous propose de choisir 3 personnes de votre entourage, professionnel ou pas. Ça peut être votre N+1, ça peut être vos pairs, des membres de votre équipe
ou de votre entourage personnel. Et puis de vous rajouter aussi pour se poser la question, et moi, comment finalement, c'est quoi mes préoccupations majeures dans tout ça? Et je vais remettre la page précédente et vous laisser 1 minute pour remplir ce tableau. Voilà. Alors, du coup, ce que je vous propose, déjà, c'est de vous laisser la parole. Bernard, est-ce qu'il y a déjà des réactions par rapport à ce début de webinaire? Oui, absolument. Dans le chat en public et en privé aussi, hein, quelques éléments. Donc, merci. Je vais continuer à les prendre comme ça, un peu à la volée dans nos petits breaks. Là, j'en ai déjà 2 ou 3 que je peux remettre en circulation ensemble. Une question autour de la technologie. OK, en fait, c'est que la technologie qui change. Et qu'est-ce qui change d'autre en fait donc, Emmanuel, si tu peux nous compléter là-dessus. Après, j'aurai 2 autres points. Et je commence à apporter aussi mon petit regard là-dessus. Je trouve que la grille là, de la page précédente, justement, il n'y a pas le critère technologie, en fait, dans ce que tu nous proposes. Et l'idée, c'est de se dire que ces préoccupations-là, elles ne sont pas tant technologiques, en fait. Elles sont surtout tout partie de ces 5 autres composantes, en fait. Et peut-être que certains, dans ce que j'ai compris, hein, tu vas compléter, Emmanuel, peut-être que certains ne vivent pas du tout aucune de ces 5 préoccupations. Peut-être que d'autres les vivent en totalité et peut-être que d'autres encore à moitié et à mi-chemin, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on peut lire les choses. Alors, en effet, je suis d'accord avec ce que tu dis, Bernard. Il ne me semble pas que les outils soient la seule chose qui change. Bien sûr, on a pris l'habitude d'outils à distance, on travaille à distance, mais malgré tout, pour certains, c'est pesant, cette distance-là. Mais malgré tout, pour certains, la peur du Covid est aussi présente. L'incertitude peut-être très très forte. Ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que ce n'est pas forcément des inquiétudes qu'on va partager en équipe, qu'on va partager avec son manager. D'abord parce que c'est évident qu'on les a tous, pour ceux qui le pensent. Et ensuite parce que dire que j'ai vraiment très très peur d'attraper le Covid, bah, je n'ai pas forcément envie de le partager avec tout le monde. Donc possiblement, on reste à une certaine surface technique de travail et ce n'est pas forcément sans rentrer en dessous, en fait, sans rentrer un peu dans les profondeurs. Et ça fait le lien aussi avec le deuxième outil que je vais vous proposer juste après celui-ci. Ouais. Deuxième remarque, observation, puis on a quelques compléments des témoignages aussi dans le chat hein, sur qu'est-ce qui change, l'arrivée du Covid, le télétravail, effectivement, la perte de repères, clairement, des éléments comme ça. Deuxième question que j'ai envie de remettre en circulation, c'est on a beaucoup parlé de monde d'après, notamment dans le premier confinement. Est-ce qu'il y a un monde d'après, quoi, en fait? Est-ce que ce n'est pas une sorte de cerveau d'après plutôt que le monde d'après en tant que tel? Alors, en fait, je me dis que l'enjeu, en tout cas pour nous, managers, pour nous qui accompagnons des managers, c'est pas tant de savoir s'il y a un monde d'après ou pas, c'est de voir que manifestement, il y a des choses qui changent aujourd'hui et qu'il faut qu'on les prenne en compte. Que ce soit sur une période plus ou moins longue, jusqu'à fin 2021, qu'on soit tous vaccinés et qu'on oublie, peut-être. Mais jusqu'à fin 2021, il va quand même falloir atteindre nos objectifs, il va quand même falloir avancer, produire, répondre à nos clients, satisfaire nos clients, dans une période qui génère quand même un certain nombre de préoccupations.
C'est clair. Et puis, dernière question peut-être qui va nous permettre d'enchaîner. Oui, Effectivement, c'est là, dans les propos, l'idée fondamentalement, c'est d'aller explorer le vécu des oui, collaborateurs. On a même un commentaire d'une personne qui dit, mais je ne connais pas les préoccupations de mon manager, en fait. oui, Donc, oui. comment aller interpeller le vécu de ses collaborateurs? Comment oser ça? C'est très facile dans la théorie, mais dans la vraie vie, comment je vais aller voir chacun pour aller chercher ce vécu? Donc, qu'est-ce que tu peux nous proposer en ce sens? Alors, je suis complètement d'accord avec cette personne. C'est effectivement difficile. Et en plus, on voit bien le pendant avec une autre personne qui disait, mais enfin, à part les outils à distance, qu'est-ce qui change? Donc, on ne se parle pas de ça. C'est vrai, c'est pas si facile que ça. On n'a pas l'habitude de se parler de ça. D'où le lien. Et merci à la personne qui a posé cette question, parce qu'elle me fait une transition toute trouvée avec la diapo suivante, qui est donc un nouvel outil que je vous propose pour justement aller explorer ce vécu. C'est pas si simple, oui. Et d'ailleurs, c'était le constat d'un de nos clients en fin mai, enfin mi-mai. Organisme public, une direction de 150 personnes qui nous dit, OK, vous nous avez convaincus, c'est vrai, faut qu'on sache ce qui se passe pour eux, mais comment? Parce qu'on ne se parle pas si facilement, et puis en tout cas pas de ça et pas de nos préoccupations. Et on a construit cette grille très simple en fait, hein, un avant, pendant et puis demain. L'avant, c'est mes 3 découvertes de cette période, avant aujourd'hui. Pourquoi cette question? Parce que même dans les périodes les plus difficiles, il y a quand même des choses qui sont intéressantes, des découvertes qui sont à garder. Et donc, aller aussi sur du positif. Qu'est-ce que j'ai apprécié dans cette période? Et là, on fait plus le lien avec la psychologie positive. Oui, il y a des choses difficiles, mais parlons aussi de ce qui a été intéressant. Et puis, ce que je n'ai pas aimé dans cette période, parce qu'il faut aussi pouvoir parler de ce qui a été difficile. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me préoccupe? Voilà, des questions simples, mais qui ont le mérite d'exister, qui ont le mérite de faciliter l'échange. Et puis, ce dont j'ai besoin, tant par rapport à ce qui me motive que par rapport à ce qui me préoccupe. Et ça, cette question, elle est quand même fortement utile pour le manager. Et puis, demain. Alors, l'idée de demain, au sein de l'équipe, au sein de l'entreprise, c'est de réengager si nécessaire, d'aider la personne à se projeter dans l'équipe, dans l'entreprise demain. Sur quoi j'ai envie de m'engager? Et là, on est bien dans l'envie, dans ce qui me tire vers l'avant. Qu'est-ce que je propose très concrètement? Et puis, de quoi j'aurais besoin par rapport à ce que j'ai envie de proposer ou ce sur quoi j'ai envie de m'engager. Alors, je vous parlais de notre intervention auprès d'un client. Cette grille-là, nous, on l'a déroulée avec les managers, justement pour faire émerger les difficultés et leurs envies, avec comme idée derrière de pouvoir y répondre et de mettre en œuvre des actions, ce qui a été fait. Simplement, si vous ne nous faites pas intervenir, je vous propose 3 façons d'utiliser cette grille. Soit, justement, avec la personne, je pense à cette personne qui disait je ne sais pas en fait les préoccupations de mon N+1, de prendre cette grille, de la préparer pour lui-même et d'aller la partager avec son N+1. Parce que c'est une façon assez élégante de l'amener lui aussi à exprimer des choses. Et même s'il les exprime, en tout cas, que vous soyez exprimé sur ce qui vous tient à cœur. Autre possibilité, d'utiliser cette grille comme une trame de dialogue avec chacun des membres de vos équipes. C'est pas très long, hein, 3/4 d'heure, vous avez le temps d'aller au fond. Et c'est quand même très, très précieux en termes d'informations qui remontent. Ou encore, troisième option, je fais référence à ce manager chez ce client qui a dit, mais votre grille, elle est géniale. Je vais l'utiliser en équipe. Il y a une bonne ambiance, il y a une liberté de parole suffisante pour qu'on puisse en parler, mais tous ensemble, pour que chacun entende les réponses des autres et puisse s'ajuster à ce que vit l'autre, en fait. Voilà. Ce que je vous propose, c'est là encore de vous laisser la parole. Des questions, des réactions, Bernard? Oui, tout à fait. Pas mal de réactions, effectivement.
par rapport à cette grille. Et puis la complément, une question autour du management transversal versus le management hiérarchique. Dans quelle mesure, moi, en tant que chef de projet, directeur de projet, je n'ai pas de lien subordination vis-à-vis de mes équipes, mais dans quelle mesure je suis légitime pour proposer ce temps d'échange. Alors, très clairement, pour moi, il n'y a aucune différence. Parce que vous êtes un manager, que vous soyez un manager hiérarchique ou un manager transversal, vous êtes un manager qui a besoin d'atteindre ses objectifs. Et que vos équipes vous soient rattachées hiérarchiquement ou pas, fonctionnellement ou pas, ne change rien dans le fait que vous avez besoin de savoir ce que ces personnes vivent pour ajuster votre accompagnement pour vous aider à atteindre les objectifs, vos objectifs et ceux de l'équipe. Donc, on est bien dans une perspective d'atteindre ces objectifs et cette grille va vous y aider en faisant émerger ce qui est difficile et aussi ce qui va bien pour les personnes. Question complémentaire par rapport à ça, toujours sur l'outil de Sabine en équipe. Est-ce que ce n'est pas plus puissant de le faire en équipe si les contributions sont anonymes? Ah, alors je trouve ça très puissant de le faire en équipe. Personnellement, ça va dépendre de l'ambiance, de la confiance qui règne dans l'équipe. Je ne le ferai justement pas anonymement. Justement pour que les personnes puissent prendre soin les unes des autres. Si je sais que Agnès est vraiment très inquiète par rapport au Covid, moi, ce n'est vraiment pas mon souci, mais je vais faire beaucoup plus attention. Je vais bien mettre mon masque, je vais rester à 1,5 mètre de distance avec elle parce que ça va la rassurer. Et puisqu'elle sera rassurée, elle sera plus ouverte dans mon questionnement et on pourra travailler plus efficacement que si je la mets mal à l'aise et qu'elle n'ose pas me le dire. Donc, autant le savoir, par exemple, un exemple parmi d'autres. Donc, si c'est possible, je le ferai bien, pas anonymement, justement. Et je te rejoins pour l'avoir expérimenté en collectif avec une équipe. Il se trouve que j'animais, le manager aurait pu animer, mais il s'était appuyé sur moi pour accélérer et sécuriser les discussions. C'est d'une puissance effectivement assez étonnante, complètement. Okay. Question toujours autour à la fois de ce vécu et des outils là, que tu nous as déjà présentés avant de continuer. Sur la question du management à distance, c'est comment, dans le management à distance, aller interpeller ce vécu. En fait, la distance ne facilite pas le fait d'aller interpeller les personnes là-dessus. Alors, il y a deux façons de voir. Ne facilite pas ou au contraire le facilite. Le facilite pourquoi? Pour certains, en tout cas, c'est que quand je suis avec cette personne, et moi, je l'ai constaté en coaching notamment. On aurait pu se dire, c'est quand même difficile, un coaching à distance. Oui, mais je vois le salon de la personne quelque part, je vois je rentre dans une certaine intimité, de la même façon que la personne voyait le mien de salon. Et au contraire, ça a facilité l'échange. Et j'ai même une personne à la fin du premier confinement qui m'a dit, mais moi, je préfère qu'on continue nos échanges à distance. Finalement, c'est plus facile pour moi. Donc, ça peut être plus difficile à distance comme plus facile. Et pour certains aussi, c'est plus facile d'exprimer des choses qui leur sont plus personnelles, comme des préoccupations, quand je ne suis pas dans un bureau face à mon manager. Donc, les deux sont possibles. Mais que ce soit facile ou difficile, je vous encourage à le faire vraiment. Oui, d'ailleurs, Xavier nous fait part de son témoignage sur une logique d'amélioration continue. En fait, le questionnement est aussi dans ce sens-là sur effectivement les relations humaines et le vécu de chacun. Pas mal de questions sur ce sujet précis. Ouais. Autre question, à quel moment le faire? Alors là, je vais me permettre de témoigner et puis je te laisserai compléter, Emmanuel. À quel moment le faire pour avoir, donc, comme Emmanuel, tu nous le disais, accompagner des managers dans l'utilisation de cet outil. Après avoir fait donc, un entretien avec un manager, il s'appelle Olivier en l'occurrence, il s'est dit, mais en fait, il m'a partagé, en fait, cet outil-là, je peux le faire n'importe quand. En fait, OK, je le fais là parce qu'il y a confinement, déconfinement, Covid, télétravail et tout ça. Mais je pourrais très bien le faire dans une logique normale, une fois par trimestre, une fois par semestre, pour aller chercher un peu et partager le vécu du collaborateur. Donc, à quel moment faut-il le faire? Là, une des questions. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est vous qui allez en juger, et en même temps, il est très clairement cet outil au-delà de l'actualité en direct, je dirais ça. Alors Bernard, je partage tout à fait. Je pense à un manager qui me disait... parce que je lui avais partagé le fait
d'aller pas seulement que sur le travail avec ses collaborateurs, mais aussi sur comment ils se sentaient. Et au début, il trouvait que c'était une question incongrue. Et puis, ici, essayé. Au début, les personnes étaient extrêmement surprises. Enfin, tu me demandes comment je me sens et qu'est-ce qui me préoccupe et qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui t'arrive. Et au final, il m'a dit un peu plus tard, mais c'est génial. C'est génial parce que je connais mieux mes collaborateurs, on a une autre relation et la performance est là. C'est-à-dire que de mieux se connaître, ça améliore aussi la confiance et on a une performance qui grandit, c'est flagrant sur nos indicateurs. Donc, quand le faire, alors peut-être qu'il y avait aussi, je ne sais pas, j'extrapole, peut-être la question quand le faire, est-ce que c'est au moment où ça va bien, au moment où ça va mal? Et là, la réponse est la même, hein, c'est tout le temps, quand ça va bien et quand ça ne va pas bien. Ça peut être un vrai rituel. Pas forcément de dérouler à chaque fois toutes les questions après, mais un rituel de se demander mutuellement qu'est-ce qui va bien en ce moment, qu'est-ce qui est difficile et de quoi j'ai envie. Et puis on a des questions, mais je les mets au frigo pour l'instant, hein, toute une série d'autres questions, dont l'international, la culture, le mode de management différent et ainsi de suite. Donc on y revient par la suite. Peut-être une dernière question et qui va faire le lien avec la séquence d'après, hein, c'est autour de tenir compte du vécu des membres de l'équipe. Je le sais déjà avant, en quoi c'est différent, tu nous as dit, mais du coup, est-ce qu'on pourrait schématiser un petit peu quelques différences assez marquantes autour de ce vécu, en fait, en termes de préoccupation des collaborateurs et peut-être du coup avoir une lecture complémentaire là, par rapport aux outils que tu souhaites nous proposer aujourd'hui? Alors, je vais dire ce que j'ai compris de la question. Bien. Par rapport à la grille des 5 préoccupations qu'on a proposées et ensuite de ce questionnement pour aller explorer le vécu, est-ce qu'il y a d'autres outils pour accompagner les collaborateurs? Tout à fait. Ok, alors oui, et c'est la suite. Donc, je passe directement à la suite, Bernard, sauf si la personne bondit sur son clavier en disant mais pas du tout, je ne veux pas la suite, j'ai une question très précise que je souhaite préciser. Et on aura un nouveau jeu de questions-réponses tout à l'heure. Oui, de toute façon. Donc, oui, bien sûr, il y a d'autres outils encore pour accompagner et aider l'accompagnement de vos équipes, à savoir de prendre conscience que chacun se retrouve face à 2 tentations. Mais alors, ces 2 tentations, finalement, elles ne sont pas nouvelles. Elles n'apparaissent pas, elles n'éclosent pas avec cette période. Elles existaient déjà avant. Simplement, là encore, cette période peut être un amplificateur. Une première tentation, c'est... on a pris du retard avec le premier confinement, on est à distance et on n'a pas trop eu trop l'habitude où ça y est, on a acquis les outils. Mais enfin, on a du retard et maintenant, il faut avancer, quoi. Et puis, je vois bien que l'entreprise est en difficulté, donc il faut délivrer, il faut avancer, donc focus, travail. Ça s'entend. Et à l'inverse, il peut y avoir les personnes qui disent « Mon Dieu, mais on ne se parle plus autant qu'avant, on ne se voit plus, on se connaît plus moins bien. Vite le lien, en fait. » Et donc, on peut être balancé entre 2 envies de travailler beaucoup plus ou d'être en lien beaucoup plus pour rattraper tout ce qu'on n'a pas pu vivre ensemble avant. Oui, d'accord. Ces deux grandes tentations peuvent être, à mon sens, 2 axes sur lesquels on peut construire une matrice et même schématiquement identifier 4 grandes situations managériales. Alors, bien sûr, la réalité est plus complexe qu'une matrice avec 4 grandes parties. Simplement, c'est aidant, c'est une clé de lecture qui est aidante pour situer globalement chacun des membres de mon équipe et puis, tant qu'à faire, moi-même. Alors, du coup, je vous propose de tourner la feuille A4 que vous avez prise ou un nouveau post-it pour qu'au fur et à mesure que je vais décliner ces 4 grands possibilités, vous puissiez, vous, situer les personnes de votre premier outil, les situer dans cette grille. Donc voilà, 2 axes, un focus travail en ordonnée, un focus sur lien en abscisse. Et on est parti pour l'exploration.
première possibilité, quelqu'un qui va situer tout en haut à gauche, c'est-à-dire focus travail. Alors, on peut se dire, formidable, voilà une personne qui va mettre les bouchées doubles constamment, qui délivre, c'est extraordinaire, génial, ne changeons rien. Oui, mais quand même. Alors, oui, mais quand même, parce que courir un marathon avec un rythme de sprint, on n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, même les meilleurs adaptent leur rythme. Et c'est le cas aussi pour nos salariés, c'est-à-dire que pour qu'ils puissent tenir, c'est dangereux d'être sur un rythme de sprint constamment. Donc, à mon sens, il y a deux grandes vigilances. D'abord, sur le trop d'investissement qui fait que la personne va s'épuiser et puis s'arrêter. Enfin, s'arrêter dans le sens le corps va dire stop. Et là, c'est important de l'aider à prioriser, à revoir avec la personne. Bien sûr, c'est important de mettre les bouchées doubles, j'entends bien. Mais en fait, on va peut-être quand même ajuster le rythme. Qu'est-ce que tu en penses et comment on fait? Et puis attention aussi à l'isolement, parce que c'est des personnes qui peuvent avoir tendance à zapper des points d'équipe, qui ne prennent plus le temps d'échanger avec les autres, parce que échanger avec les autres, c'est pendant ce temps-là, je ne délivre pas. Même si ça peut aider à travailler, focus travail. Et des situations d'isolement, ça peut créer des situations d'isolement et c'est pas bon. C'est pas bon pour la personne et c'est pas bon pour la performance à terme parce que ça va créer des manques d'information, des manques de coordination de toute façon. À l'inverse, il peut y avoir la personne qui a été en manque de lien avant, pour qui déjà c'est important de façon générale et cette période va l'amener potentiellement à passer beaucoup de temps sur WhatsApp, si vous avez un WhatsApp d'équipe, au téléphone, dans Zoom, dans Teams, dans tous les outils à distance qu'on peut avoir, pour parler avec les gens, pas forcément de leur travail, juste leur parler, et comment tu vas, et les enfants, et la famille. Ça peut être très chouette dans le sens où c'est une personne qui va mettre de la dynamique, une dynamique de lien, et notamment ça peut aider la personne très en surtravail prendre le temps pour répondre à un petit SMS ou un coup de téléphone. Certes, sauf que là, on sent bien aussi qu'il y a un déséquilibre. Le trop de travail, ça crée un déséquilibre dans le lien, mais le trop de lien crée un déséquilibre dans le travail. Et dans ce cas-là, s'il y a beaucoup de temps consacré à la relation hors production, il y a quand même l'idée de rappeler à la personne qu'il y a des objectifs, qu'elle fait partie de l'équipe, qu'elle doit produire aussi, revoir peut-être avec elle ses tâches, peut-être même lui donner la mission d'animer cette dynamique dans l'équipe, d'être un soutien pour vous d'animation du lien, mais dans des proportions raisonnables. Alors, on va arriver sur la partie qui est, à mon sens, un point où il faut être extrêmement vigilant, c'est les personnes qui ne vont plus être ni dans le lien, ni dans le travail. La période qui vient de s'écouler, la période qu'on est en train de vivre, peuvent parfois mettre les personnes à mal, où elles vont perdre pied, plus ou moins. Et là, il y a une vraie vigilance à avoir. Alors, je pense à un manager avec qui je déroulais cette grille et qui me disait, alors moi, cette personne, je la mets là, mais c'était déjà là avant, enfin, elle était déjà bien avant la période Covid. Auquel cas, il n'y a pas tant d'alerte que ça. Bon, c'est pas de chance de l'avoir dans son équipe. Mais voilà. Par contre, quelqu'un qui avant fonctionnait bien, qui était dans la relation et qui est en train de s'isoler, qui à la fois s'isole et ne produit pas beaucoup non plus, là, il y a vraiment une vigilance à avoir. Et à mon sens, c'est important en tant que manager de ne pas forcément rester seul avec cette difficulté, d'avertir les RH, voire la médecine du travail. Nous avons un client où une personne est passée à l'acte qui a mis fin à sa vie et a été très nettement dans cette case-là. Donc voilà, une vigilance à avoir, sans vous inquiéter, mais néanmoins une vigilance à avoir. Et enfin, on peut avoir ce qui pourrait paraître être l'idéal, la personne hyper investie sur le travail, hyper investie sur le lien,
et qui risque le burn-out à plus ou moins grande échéance. Alors, elle peut effectivement s'investir beaucoup, mais quid de l'énergie? Ça peut être quelqu'un qui peut avoir tendance à démarrer plein de chantiers, mais n'en finir aucun. C'est quelqu'un qui peut aussi désorganiser un service, une équipe, parce que justement, elle lance plein de projets, elle invite plein de gens, elle sollicite plein de gens, mais ça ne débouche sur rien de très concret. Ça peut agacer aussi. Et dans ces cas-là, quand il y a une grande dispersion d'énergie, pareil, échanger avec la personne, limiter sa charge de travail, revoir ses objectifs, l'aider finalement à revenir à un rythme un peu plus ajusté, parce qu'elle aussi, le burn-out la guette si elle fait un sprint sur une durée de marathon, voire d'ultra pour ceux qui courent. Alors, là, j'ai mis quelques exemples d'actions très pratico-pratiques. Vous les connaissez, bien sûr. Vous les mettez déjà en œuvre, c'est sûr. Peut-être m'arrêter sur l'une ou l'autre. Tiens, la mise en situation des collaborateurs lors de temps collectifs pour ces collaborateurs qui sont en surchauffe, focus travail. Ça peut être de lui donner l'animation d'un point lors d'un temps collectif, parce que ça veut dire qu'il est présent à ce temps collectif. Ça peut être de lui proposer de présenter un dossier qu'il a, enfin quelque chose qui va le mettre dans le lien et avec ses équipes, enfin son équipe exactement, au sein de son équipe. Et puis, dans tous les cas, il est important de redonner du sens. Dans tous les cas, et vous le savez déjà, mais je le redis, redonner du sens, écouter, garder le contact essentiel, partager des signes de reconnaissance. Sur ce partage de signes de reconnaissance, je peux vous parler d'une personne que j'accompagne avec son équipe, qui vient juste d'arriver dans sa nouvelle équipe et qui m'a dit: le premier confinement, ça a été l'horreur. Je n'avais plus de nouvelles de mon manager, j'avais plus de nouvelles de mes collègues. J'aurais pu tout aussi bien être indépendant. Et c'est quand même dommage parce que lui, il était vraiment en vrai besoin de signes de reconnaissance. Il était de la part de son manager: ton travail est important et tu es important pour moi dans l'équipe, comme chacun des membres de l'équipe. Et il n'avait pas ça, il a senti un vrai manque. Et ça peut être, pour peu que son manager ait été, lui, dans un focus travail plus, il ne prenait plus le temps du lien et ça peut mettre en difficulté des membres de son équipe. Et peut-être pour conclure, vous dire que cette période de management en temps de Covid a quand même quelques spécificités, il me semble. Et notamment, ça accentue le besoin d'écoute, plus d'écoute encore qu'avant. D'abord, on ne voit plus les personnes, on ne peut plus, vous savez, identifier à une démarche, à un visage, que tiens, cette personne, il y a quelque chose qui la chagrine. Pour peu qu'on ne soit plus ensemble dans les mêmes murs, enfin dans un même bâtiment, c'est des choses qu'on ne voit plus. D'où une écoute renforcée. Pour moi aussi, il y a un besoin renforcé de rituels d'équipe pour s'aligner, pour échanger, pour partager. Des rituels qui peuvent être très courts. Ça peut être un café team tous les matins ou tous les débuts d'après-midi. Ça peut être un rituel d'équipe d'un quart d'heure, une demi-heure par semaine. Mais en tout cas, des temps qui reviennent constamment et dont on sait qu'on va pouvoir s'appuyer, sur lesquels on va pouvoir s'appuyer en tant que manager, mais aussi en tant que membre d'équipe pour pouvoir voir les autres et partager ce qu'on vit. Et puis aussi, l'alternance de temps individuel et de temps d'équipe pour pouvoir, vous, en tant que manager, ajuster votre écoute, du coup, ajuster vos actions et donc atteindre les objectifs. Enfin, c'est toujours la même optique. Avec cette idée, aujourd'hui, peut-être encore plus qu'avant, que c'est le manager, vous manager et équipier, vous allez trouver des solutions, des façons d'avancer qui conviennent à tout le monde en co-construisant vraiment. Et encore sûrement plus qu'avant. Alors, de nouveau, je vous laisse la parole, Bernard, des réactions, des questions. Oui, pas mal de réactions, d'observations, de témoignages aussi à travers le chat. Donc, chacun les découvrira. Je vais zoomer sur quelques éléments.
Je vais repartir sur cette grille avec une question qu'on a eue au début de ton propos. Tu l'as un peu éclairé, mais si on peut revenir dessus. Ouais. Sur focus sur le lien, ok, mais le faire du lien, ça ne serait pas travailler en fait. Donc il y aura un problème avec ça. Non. Alors, vous avez parfaitement raison. Faire du lien, c'est travailler. Ça fait partie du travail. Et des équipes qui performent, c'est des équipes qui sont à la fois sur le travail et sur le lien. L'idée, c'est quand je fais plus que du lien. Si, bien sûr, quand on était plus ou moins tous ensemble, je passais devant le bureau et je demandais, ah, tiens, tu veux bien prendre un café avec moi? Bien sûr que pendant ce temps-là, on ne travaillait pas. Et encore, on était à la machine à café, on échangeait et Dieu sait si on apprend beaucoup de choses fort utiles, y compris dans ce qu'on est en train de délivrer à la machine à café, mais il n'y a plus de machine à café. Donc ce lien-là qui permettait d'échanger sur plein de choses, si on n'y prend pas garde, il n'existe plus. Donc oui, le lien fait partie du travail. Simplement, il faut aussi ajuster le temps qu'on y met. Ça m'embêterait que quelqu'un de mon équipe passe 2 heures tous les jours pour prendre des nouvelles de tout le monde. Parce que ça reste plus, il laisse plus, pour peu que ce soit une personne qui travaille 7 heures, ça ne laisse plus que 5 heures. C'est quand même embêtant, si c'est tous les jours. Ouais. Pour prolonger cette question, on a un questionnement et des pistes aussi de réponse d'ailleurs, un questionnement autour de ces temps informels, justement, comment réussir à les recréer à distance, tout simplement parce que télétravail est ou sur site et on a tous des rythmes un peu différents, voire parce qu'il y a des gens aussi à distance en termes géographiques, mais ça c'est plus structurel. Mais voilà, ça serait quoi les trucs et astuces et retours d'expérience autour de conserver ces temps informels? Moi, j'en partage un, en même temps, je te laisse comme ça mûrir aussi en direct. J'en partage un vécu dans une équipe, en fait, où ils ont décidé tous les matins à 8h30 d'ouvrir tous leur webcam sur Teams, en fait, sans sujet particulier, pendant un quart d'heure, en fait, et ils savent qu'ils sont là, les uns les autres, ils sont 8 dans l'équipe, et qu'il y a ce point de rencontre possible, comme si c'était la machine à café. Donc, ils ont pris ce rituel-là, et c'est eux-mêmes qui l'ont trouvé, inventé. Je ne dis pas que c'est la bonne solution partout, je dis juste que c'est la bonne solution pour cette équipe-là, dans cette situation-là, en fait. Alors, je connais pas mal d'équipes qui ont choisi cette solution-là. C'est soit le matin, soit à 14h ou 13h30 pour la pause café. Ça dépend beaucoup de ce que vivait l'équipe avant, en fait. Si l'équipe avait l'habitude d'avoir un temps convivial à un moment ou un autre de la journée, c'est utile de le recréer, en fait. D'autres exemples, je pense à ce manager et son équipe qui se mettent sur Slack, un outil où pendant 2 heures chaque jour, ils sont tous en train de travailler sur leurs écrans, mais en fait, ils s'entendent. Et du coup, ça les aidait à retrouver un peu l'ambiance d'avant quand ils étaient tous ensemble. Et c'est venu d'une des personnes de l'équipe qui a dit ça, qui a dit, mais pourquoi on ne ferait pas comme ça? On s'entendrait, on pourrait toujours continuer à se poser des questions. Alors, au début, ils étaient partis pour faire des demi-journées. Ils ont fini à faire 1 heure, 2 heures maximum, parce que ça crée du bruit et c'est pas facile. Mais en même temps, c'était la bonne solution à ce moment-là. Et du coup, ce que j'aurais envie de vous proposer, c'est de demander à vos équipes, en fait, de quoi vous réfléchissez à ce que vous pouvez proposer et de quoi vous avez besoin. Question complémentaire, des nouveaux arrivants, parce que heureusement, il y a des nouveaux entrants. Enfin, heureusement, je ne sais pas, mais moi, je trouve ça toujours intéressant d'avoir des nouveaux entrants, Oui. y compris dans cette période-là, depuis la rentrée et même en novembre ou en prévision de décembre, dans le témoignage que j'ai sous les yeux là. Comment réussir à intégrer ces nouveaux entrants qui débarquent avec le fait qu'il y a la notion de distance, mais aussi tout ce que tu as dit avant, en fait, un ensemble de ces préoccupations. Alors, je peux vous donner un exemple d'un manager que j'accompagne avec son équipe. Ils ont intégré, et c'était pendant le premier confinement, donc il n'y avait même pas l'option d'aller au bureau parfois. Ils ont intégré 2 nouvelles personnes, en fait. Et du coup, en fait, ils ont recréé d'abord des temps d'entretien comme si ça avait été au bureau, des temps d'équipe avec comme sujet la présentation de cette personne, où chacun pouvait poser des questions. Et en fait, ils ont été même beaucoup plus attentifs qu'avant à l'intégration de cette personne. Ils ont été plus structurés, notamment, en organisant un planning
avec quelle personne ce nouvel entrant rencontrait, avec quel sujet. Il y avait un planning sur une semaine pour effectivement éviter que la personne soit en visio 8 à 10 heures par jour en enchaînant les rendez-vous. Donc, ils ont étalé ça un petit peu dans le temps, sur une semaine, avec un planning d'intégration et la personne, d'abord, a dit son plaisir d'avoir été aussi bien accueillie et aussi bien intégrée. Donc, il n'y a pas eu de cette espèce d'écart, tiens, ça n'a pas été comme avant, parce qu'une attention particulière a été portée. Et c'est peut-être même une des leçons à tirer de cet exemple-là, c'est qu'à partir du moment où on sent que c'est important, on va y mettre une attention différente, mais une vraie attention plutôt que tiens, il va falloir qu'on l'accueille. Et puis ça se fait un petit peu dans un quotidien sans qu'on y réfléchisse vraiment. Là, pour le coup, c'était réfléchi, préparé et réussi. Alors, on a un autre questionnement ou observation sur le management que j'avais mis au frigo tout à l'heure, management interculturel Oui. Et autres. Dans quelle mesure ces outils-là sont applicables partout dans le monde, en fait. Et puis en même temps, j'entends qu'il y a une partie de manager de manière interculturelle qui est un sujet complémentaire. On pourrait faire un webinaire dédié autour de ça. Mais pour autant, dans quelle mesure ces grilles-là sont applicables pour tout ou partie de l'humanité? Je dirais ça comme ça. Alors, la question, elle est un peu tricky parce que entre faire ça avec des Américains ou faire ça avec des Asiatiques, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et notamment en Asie, il y a tous ces aspects dans certains pays de ne pas perdre la face, de ne pas parler de ce qui est difficile, etc., de faire toujours bonne figure. Alors là, évidemment, mais je ne suis pas du tout une spécialiste de cette zone géographique, je dirais qu'il faut prendre cette grille et ensuite l'adapter à votre connaissance culturelle de cette zone. Et je ne vais pas pouvoir être aidante beaucoup parce que je vais pouvoir vous parler de la Corée parce que je connais un peu la Corée, mais à part la Corée, je ne veux pas donner des éléments qui ne seraient pas adaptés. Avec les Américains, l'Amérique du Nord, ça me paraît tout à fait ajusté. Nonobstant, là encore, des spécialistes, j'imagine que ces personnes qui posent des questions ont l'habitude d'avoir des équipes interculturelles et donc savent déjà quelles sont un peu les différences là où c'est facile, là où ça va être un petit peu plus difficile. Et donc, je vous invite à ajuster. Parler de nos préoccupations, ça paraît ajusté pour tout le monde. Parler de ses envies, ça paraît ajusté pour tout le monde, nonobstant certaines cultures pour qui il faut mettre peut-être des filtres ou une façon d'aborder le sujet de façon plus adaptée à la culture. Effectivement, et pour autant, on reste sur la matière au sens noble, la matière humaine, hein, l'humain. Donc, les outils qui ne sont pas des outils magiques, qui sont des outils là qu'on vous présente ce soir, effectivement, sont potentiellement déclinables dans un certain nombre de cultures. Et puis, juste petite parenthèse, on a travaillé ça avec des psychologues du travail, hein, aussi, le fruit de ce travail qu'on partage là. Et puis, il se trouve qu'au Optime, on travaille aussi, on est une vingtaine, hein, mais on travaille aussi pas mal à l'international. Peut-être une ou deux dernières questions pour gérer le temps. Là, on est bien dans le timing. Une question aussi intéressante sur les équipiers qui ont du mal avec les outils techno, en fait, Oui. pas forcément liés à cette période, mais du coup, là, ils sont encore plus confrontés à cette difficulté, à cette moins de compétences, moins être à l'aise avec ça, en fait. Et du coup, comment réussir à la fois faire en sorte qu'ils fassent leur job et en même temps leur permettre de développer leurs compétences, de muscler leurs compétences sur l'ensemble des outils techno. Alors, il y a plusieurs dimensions pour répondre à cette question. Déjà, rassurer. Je veux dire, et voire même, alors déjà rassurer, tu vas y arriver, tout le monde y arrive. Au sein de notre propre entreprise, on n'est pas tous égaux on n'est pas tous, ordinateur friendly, ou en tout cas nouveaux outils. Et si vous rassurez la personne, dire OK, on va t'accompagner. Il va falloir que tu mettes du tien, mais on va t'accompagner, on va y arriver. Ce qui va permettre, sur une période donnée, déjà de se donner une période, d'identifier quels vont être les outils ajustés, qui paraissent ajustés à la personne et au manager, revoir ses objectifs pendant cette période d'acquisition pour qu'elle puisse se donner du temps pour les acquérir sur un temps donné. En fait, passer contrat, en fait.
identifier avec elle où sont ses difficultés, qu'est-ce qu'on va faire pour elle, tant dans l'accompagnement des outils que dans l'ajustement des objectifs sur une période donnée. Ça marche. Je relis tout ça et en même temps, je vois le timing, c'est important de le respecter. Alors, j'ai une question Oui. qui est hors de propos, mais en même temps, je me permets, elle m'interpelle en fait. Okay. J'ai une question qui est, c'est vous qui faites l'école de consultant, en fait, et du coup, j'en profite pour présenter Optime en Oui. 2 mots. Donc, Optime, on a une vingtaine de consultants, effectivement, basés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et en même temps, on intervient partout en France et à l'international aussi sur des projets à la fois de ce qu'on appelle excellence managériale, qui est le sujet du jour, là, et puis excellence opérationnelle, amélioration continue, Lean, TOC, Six Sigma et toutes ces composantes-là, en fait. Et effectivement, il se trouve qu'on lance là, dès début janvier une école de consultants. Donc, je vous invite à aller regarder sur notre site web à l'occasion. Mais on pourrait faire un webinaire dédié aussi, mais ce n'est pas le sujet. Quelqu'un qui nous connaît bien, donc. Peut-être dernière question avant de rendre la parole à Bruno. Oui. Ouais, enfin, puis elle arrivait un peu en cours de route, cette question. Elle est intéressante. Peut-être conclure. De toute façon, je n'ai pas le temps de m'occuper du vécu de mes collaborateurs, en fait. Donc, qu'est-ce que tu me conseillerais? Dernier conseil, Emmanuel, quoi. Alors, d'une part, j'aimerais bien, si j'avais la personne en face de moi, je lui demanderais où elle se situe, elle-même dans la grille. Et ensuite, de quelle façon le fait de mieux comprendre ce que vivent les collaborateurs peut l'aider à atteindre ses objectifs. Autrement dit, en quoi la relation qu'il entretient avec ses équipes, ou que cette personne, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, entretient avec ses équipes, en quoi cette relation a un impact sur la performance de l'équipe. Il y aurait beaucoup à en dire. Très bien. Bruno, je te rends la parole pour conclure peut-être. Oui, donc merci bien. Je pense que c'est une conférence qui fait du bien parce que je pense qu'on a. Moi, je lisais le chat en même temps et je pense on a un peu tous les mêmes préoccupations, tous le même vécu. Situation qui est pas simple hein, parce que, alors moi, en ce qui me concerne, moi, je suis en télétravail depuis le mois de mars. Donc c'est pas toujours facile. Je discute avec des collègues pour qui eux ils en ont ras-le-bol. D'autres ils ont plus envie de sortir chez eux. Enfin, je pense de toute façon c'est une période qui va nous laisser énormément de séquelles et puis qui va très certainement changer le management. Comment ça c'est une bonne question. Enfin, je pense que l'avenir nous le dira. Donc, je vous envoie dans le chat le code PDU pour les gens qui ont besoin de ce code pour déclarer les fameux PDU. Donc voilà, vous l'avez dans le chat. Si jamais ça ne marche pas ou quelconque souci, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'y répondrai, pas de souci là-dessus. Voilà. Je tiens à remercier nos 2 intervenants de ce soir, donc Bernard et Emmanuel. Merci de votre disponibilité, merci de vos explications. Et puis, n'hésitez pas non plus je pense, si vous avez d'autres questions, vous avez leurs coordonnées qui sont dans la présentation. Je vous propose à leur envoyer un mail s'il y a d'autres points, si vous posez d'autres questions. Hein. Donc voilà. Donc merci à tous. Merci. Et bonne soirée. Merci à vous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée à vous.